Il était l'un des visages les plus respectés de la finance internationale. Marié, père de 3 enfants, il menait une vie confortable entre les sommets économiques du monde. Mais un jour, dans le silence d'une nuit en Afrique, quelque chose en lui s'est réveillé. Une voix intérieure, profonde, lui a rappelé ses racines, sa terre, et son devoir. Voici l'histoire incroyable de Jean-Noël, qui a tout quitté, pour retourner à Bafan, cultiver le maïs, élever des poules, et devenir une source d'inspiration pour toute une génération. Le départ choquant. Le ciel de Washington était d'un gris métallique ce matin-là, comme pour anticiper l'annonce inattendue qui allait secouer les murs feutrés du siège du Fonds monétaire international. Jean-Noël Djoumessi, costume sombre et regard serein, parcourait pour la dernière fois le long couloir vitré menant à son bureau. Directeur régional Afrique, respecté pour ses analyses pointues et ses discours posés, il avait gravi les échelons avec élégance et intelligence. Mais ce jour-là, c'était différent. Assis autour de la table de réunion, ses collègues attendaient. Des regards curieux, d'autres inquiets. Il se leva, posa calmement ses 2 mains sur la table et prit la parole. « Ah, chers amis, après mûre réflexion, j'ai décidé de quitter mes fonctions. » Un silence, pesant, comme si le temps s'était suspendu. « Je rentre au Cameroun. À Bafan. Pour reprendre les terres de mes grands-parents et me consacrer à l'agriculture et à l'élevage. » Certains pensèrent à une blague. D'autres restèrent figés. Seule Marie-Hélène, son assistante fidèle depuis 8 ans, baissa la tête en silence. Elle savait. Elle l'avait entendu parler de sa terre. De sa promesse. Quelques jours plus tard, les valises étaient prêtes. Clarisse, son épouse, observait la maison une dernière fois. Elle n'avait pas tout à fait accepté l'idée, mais elle avait décidé de suivre. Le mariage, pensait-elle, c'est aussi croire en la folie de l'autre. Ariel, la grande fille, était partagée entre l'enthousiasme de découvrir le pays natal de ses parents et la peur de quitter ses amis. Léna, elle, souriait à l'idée de voir de vrais animaux. Quant à Samuel, il posait 1000 questions. Et papa, est-ce qu'on aura un tracteur? Le vol vers Douala fut long. En posant le pied sur le sol camerounais, Jean-Noël ferma les yeux un instant. Il inspira profondément. L'air chaud et poussiéreux, chargé d'odeurs d'essence et de mangue mûre, lui parut plus vivant que jamais. Le lendemain, ils prirent la route vers Bafan. Jean-Noël au volant, Clarisse silencieuse, les enfants collés aux vitres du véhicule, émerveillés par les paysages vallonnés et les marchés animés. En arrivant au village, les anciens reconnurent tout de suite Jean-Noël. « Le fils Djoumessi est revenu !» cria une vieille voisine. Le chef du village l'accueillit avec respect. Mais sur le terrain hérité de ses grands-parents, la réalité frappa fort. Des hautes herbes partout. Des termites. Une vieille case en ruine. Pas d'eau courante. Pas d'électricité. Le rêve prenait un goût amer. Ce soir-là, autour du feu, les enfants posaient encore des questions. Mais Clarisse, elle, explosa. « Tu veux vraiment élever des poules ici? Planter du maïs dans cette jungle? Tu te rends compte de ce qu'on a laissé derrière ?» Jean-Noël la regarda longtemps. « Oui, je sais ce qu'on a laissé. Mais je sais aussi ce qu'on va construire. » Dès le lendemain, il retroussa ses manches. Avec Kevin, un jeune du coin qu'il avait repéré pour sa vivacité, ils commencèrent à débroussailler. Jean-Noël acheta des bottes, des gants, et un coupe-coupe. Lui, l'homme des tableaux Excel, découvrait les ampoules des vrais efforts. Monsieur Mboua, un vieil agriculteur respecté, vint lui prêter main forte. La terre ici est bonne, mais elle n'aime pas les impatients. Il faut l'écouter, la respecter. Jean-Noël l'écoutait comme on écoute un professeur. Il prit des notes. Il se forma. Il visita d'autres fermes. Le plan était simple sur le papier. 2 hectares pour le maïs. 1 hectare pour un élevage de 500 poules pondeuses. Un système de compost et récupération d'eau. Et un petit marché bio à construire dans 1 an. Mais la réalité allait se charger de compliquer les choses. 1 mois plus tard, le terrain était défriché, les premières semences commandées. Jean-Noël avait recruté 2 jeunes du village. Il leur payait un bon salaire, les formait chaque soir après le travail. Clarisse, de son côté, commençait à organiser la logistique des produits. Mais les critiques venaient. Quel gâchis, quitter le FMI pour se salir dans la terre. Il a perdu la tête. Jean-Noël ne répondait pas. Il continuait. Et dans ses silences, il bâtissait. Un matin, alors qu'il nourrissait quelques poules qu'il avait achetées en test, sa fille Ariel lui demanda. « Papa, pourquoi tu fais tout ça ?» Il la regarda,
sourit doucement, et dit. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on empile en banque. C'est ce qu'on sème, ce qu'on partage, ce qui pousse ici. Ariel, touché, sortit son téléphone, et filma. Ce serait la première vidéo d'une série qui allait toucher le cœur de milliers de jeunes Africains. Et ce n'était que le début. Les premiers défis. L'aube se leva sur Bafan avec une brume légère flottant entre les collines. Le chant des coqs résonnait dans le village comme une mélodie ancienne, familière à ceux qui, comme Jean-Noël, retrouvaient peu à peu le rythme de la terre. Ce matin-là, vêtu d'un pantalon kaki et d'un vieux t-shirt du FMI, Jean-Noël chaussait ses bottes avec détermination. Une nouvelle étape de son projet commençait, les semis de maïs. Depuis le retour au pays, les journées étaient longues, épuisantes, mais étrangement vivifiantes. Il se sentait plus vivant ici, sous le soleil et la poussière, que dans les tours vitrées de Washington. La parcelle défrichée était enfin prête. Le sol, enrichi avec du compost naturel, avait été retourné par des bras solides, les siens, ceux de Kevin, et de 2 jeunes récemment recrutés, Martial et Donatien. Kevin, plus motivé que jamais, avait appris vite. Il devenait peu à peu un pilier du projet. Il faut tracer des lignes droites pour les sillons, pas au hasard, lançait Jean-Noël en s'aidant d'une ficelle tendue entre 2 piquets. Ils plantèrent toute la matinée. Les sacs de semences, bien protégés, avaient été achetés auprès d'un agronome réputé de Chang. Jean-Noël avait choisi un maïs hybride adapté aux altitudes de l'Ouest. Chaque grain semé était pour lui une promesse, celle d'un avenir construit sur du concret. Pendant ce temps, Clarisse prenait ses marques. Elle s'occupait de structurer les premiers achats, les stocks de nourriture pour les poules, les contacts avec les petits commerçants de la région. Elle avait aussi aménagé une partie de la maison pour accueillir les caisses d'œufs, les cartons d'emballage, et un ordinateur rudimentaire pour la comptabilité. Tu es sérieusement en train de créer une mini-entreprise, dans notre salon, Clarisse, plaisanta Jean-Noël. Et toi, tu veux nourrir une nation depuis notre champ. Alors laisse-moi commencer petit. Ils rirent tous les deux. Ces moments légers les maintenaient soudés. Mais les défis ne tardèrent pas. D'abord, l'eau. La saison sèche persistait plus que prévu. Le petit forage qu'ils avaient prévu était en retard, et les bidons d'eau devaient être ramenés chaque jour du puits communautaire. Une corvée harassante qui ralentissait tout. Ensuite, les poules. Les premières 150 pondeuses, livrées par un éleveur de Douala, semblaient abattues. Un vétérinaire local, appelé en urgence, diagnostiqua une infection digestive due à un mauvais transport. Il faut isoler celles qui sont malades, nettoyer tout le poulailler, et revoir l'alimentation, expliqua-t-il. Jean-Noël, qui n'avait jamais touché une poule de sa vie quelques mois plus tôt, se retrouva les mains couvertes de plumes et de désinfectants. Il dormit cette nuit-là dans un fauteuil en plastique, juste à côté du poulailler, pour surveiller la température et les lampes infrarouges. Clarisse s'inquiétait. « Tu ne dors presque plus, Jean. »« Je dors debout, oui. Mais je rêve éveillé. Et ça vaut le coup. » Un dimanche, alors que les poules allaient un peu mieux, Jean-Noël décida de convoquer une réunion avec les jeunes du village. Ils furent une trentaine à venir, certains curieux, d'autres moqueurs, quelques rares déjà convaincus. Il installa un tableau blanc sous un manguier et dessina un simple graphique montrant la chaîne de valeur du maïs. Vous voyez ce grain? Il peut nourrir, il peut être transformé, vendu, multiplié. Mais il commence ici, dans la terre. Puis il montra une poule pondeuse. Et cette dame ici, elle peut pondre plus de 250 œufs par an. Vous vous rendez compte? À 100 francs l'œuf, c'est plus de 25 000 francs par poule, chaque année. Les visages commencèrent à changer. Même les plus sceptiques écoutaient. C'est ce jour-là qu'il décida de créer un programme informel, Terre Jeunesse, une initiative pour former les jeunes déscolarisés ou chômeurs aux bases de l'agriculture moderne. Kevin, motivé, devint responsable du programme. Pendant ce temps, Ariel continuait de filmer. Elle avait lancé une chaîne YouTube, Maïs et Foi. Ses vidéos, pleines de sincérité, montraient son père dans la boue, au milieu des champs, ou expliquant comment faire un compost. Contre toute attente, les vidéos attirèrent l'attention. Un blog camerounais en parla. Puis un journal local. Puis une radio. Votre père est une star du maïs, taquina Léna. Jean-Noël riait. Mais au fond, il savait que chaque vue, chaque partage, était une graine d'espoir plantée dans le cœur d'un jeune. Mais d'autres obstacles surgirent. Un soir, une dizaine de poules disparurent. Volées. La clôture arrière avait été découpée. Jean-Noël se rendit au chef du village.
Celui-ci convoqua une réunion publique. Qui vole les poules vole le progrès, tonna-t-il devant l'assemblée. Un jeune, honteux, se dénonça. Il pensait que Jean-Noël était riche, et que quelques poules n'étaient rien pour lui. Jean-Noël l'écouta, puis dit calmement. Tu n'as pas volé une poule. Tu as volé un emploi, un repas, une chance. Il décida de ne pas porter plainte, mais de l'intégrer au programme Terre Jeunesse. Le jeune ne vola plus jamais. Au contraire, il devint un exemple. Peu à peu, la petite ferme reprenait vie. Les plants de maïs grandissaient. Les poules, soignées, pondèrent à nouveau. Clarisse réussit à établir un petit circuit de distribution avec 2 écoles et une boulangerie. Mais c'est une visite inattendue qui allait changer la donne. Un jour, un pick-up blanc s'arrêta devant la ferme. Une jeune femme en descendit, caméra à l'épaule. « Bonjour. Je suis journaliste pour Africagro TV. On m'a parlé de vous. On peut filmer ?» Jean-Noël hésita, puis accepta. Le reportage fut diffusé une semaine plus tard. Le téléphone n'arrêta plus de sonner. Des partenaires, des jeunes, des anciens collègues. Certains demandaient « Comment t'as fait ?» D'autres disaient « Tu m'as inspiré. » Ce soir-là, autour d'un feu de bois, Jean-Noël prit la main de Clarisse. « Tu te souviens quand tu disais que c'était de la folie ?» Elle sourit, émue. « Oui. Et maintenant, je me dis, quelle belle folie. » La ferme modèle. Le soleil se levait à peine sur les collines verdoyantes de Baffan, mais déjà la ferme de Jean-Noël bourdonnait d'activité. Les cris des coqs se mêlaient au bruit régulier des pas dans les sillons, au gloussement des poules et aux éclats de rire des jeunes en formation. 3 mois s'étaient écoulés depuis les premières récoltes, et la ferme avait pris une ampleur que personne n'aurait imaginée. Le champ de maïs s'étendait à perte de vue, ses tiges hautes dansant doucement au rythme de la brise matinale. Les poules, désormais au nombre de 800, évoluaient dans un poulailler spacieux, propre et bien ventilé. Un petit bâtiment en briques abritait désormais les équipements de tri, d'emballage des œufs, et même une pièce dédiée à la formation. Jean-Noël observait tout cela avec fierté, les bras croisés, un vieux chapeau de paille sur la tête. Derrière lui, Kevin venait de terminer une session de formation avec le nouveau groupe de stagiaires, une quinzaine de jeunes hommes et femmes de la région, motivés, disciplinés, curieux. À aujourd'hui, on apprend à faire un vaccin préventif pour les poules. Et demain, on verra le traitement naturel contre les champignons du maïs. Lançait Kevin, le ton assuré. L'initiative Terre Jeunesse avait pris une ampleur inespérée. Grâce aux vidéos d'Ariel, partagées sur YouTube, Instagram et TikTok, la ferme attirait l'attention des médias, des ONG et même d'anciens camarades de Jean-Noël. Certains proposaient des dons, d'autres voulaient visiter, d'autres encore, investir. Un jour, un ancien cadre du FMI lui écrivit « Jean-Noël, tu es fou. Mais tu es le fou qui réussit. Bravo !» Clarisse gérait désormais une petite coopérative locale avec les femmes du village. Ensemble, elles triaient, nettoyaient, emballaient et vendaient les œufs dans 3 villes de la région. Elle avait même mis en place un système de livraison à moto. Chaque femme recevait un pourcentage des bénéfices. « Je n'aurais jamais cru faire de la logistique rurale », confia-t-elle à une journaliste. Mais je n'ai jamais été aussi utile. Le plus impressionnant était peut-être la transformation du terrain. Ce qui n'était autrefois qu'un champ en friche était devenu un véritable écosystème. Un jardin de plantes médicinales poussait à côté du champ. Un bassin de récupération d'eau de pluie avait été construit pour irriguer le terrain pendant la saison sèche. Samuel, le plus jeune fils, y avait même installé un petit filtre à sable, inspiré d'une vidéo vue sur Internet. « Tu veux devenir ingénieur, n'est-ce pas ?» lui demanda un jour Jean-Noël. « Non. Je veux être agriculteur-ingénieur. C'est mieux. » Un samedi matin, toute la famille se retrouva dans la nouvelle salle de réunion construite à l'entrée de la ferme. Jean-Noël, Clarisse, les enfants, Kevin, les jeunes en formation et même Monsieur Mboua, le vieux sage du village. Il posa un tableau au centre, avec un graphique. Production mensuelle de maïs, 1,2 tonnes. Nombre de produits par mois, 18 000. Bénéfice net moyen par mois, 800 000 francs CFA. Jeunes formés à ce jour, 43. Tout le monde applaudit. Certains avaient les larmes aux yeux. Kevin murmura, « On l'a fait, patron. » Mais Jean-Noël, lui, savait que ce n'était qu'un début. Un jour, une équipe de la télévision nationale débarqua. Ils installèrent caméra, micro, projecteur. La journaliste, jeune, dynamique, posa la question que tout le monde voulait entendre.
Un monsieur Djoumessi, regrettez-vous d'avoir quitté le FMI? Il sourit, regarda Clarisse, puis ses enfants, puis Kevin. J'ai quitté les sommets de verre pour toucher la racine de mon peuple. Et je ne regrette rien. La Terre est plus vivante que tous les bureaux climatisés du monde. La vidéo fit le tour du pays. Une semaine plus tard, le ministre de l'Agriculture lui écrivit personnellement. Il l'invita à présenter son modèle lors d'un forum national sur l'emploi des jeunes par l'agriculture. Jean-Noël accepta. Lors du forum, il monta sur scène, sans cravate, vêtu d'un boubou traditionnel simple. Il parla avec le cœur. Il ne donna pas de chiffres, mais raconta une histoire, la sienne, celle de son grand-père qui plantait à la main, de sa grand-mère qui vendait les épis au marché, de sa promesse silencieuse. À la fin, toute la salle se leva pour l'applaudir. Mais la réussite n'était pas exempte de tension. Des concurrents locaux commençaient à critiquer. Certains l'accusaient de vouloir monopoliser le marché. D'autres disaient qu'il avait des financements occultes. Jean-Noël réunit alors tous les membres de la ferme. Nous devons rester transparents. Chaque chiffre, chaque dépense, chaque revenu sera affiché ici. Nous ne devons rien cacher. Il institua un tableau de gestion visible de tous. Une première dans le village. Un matin, une lettre arriva par coursier. Ariel avait été sélectionnée pour représenter le Cameroun à un forum jeunesse panafricain à Kigali. Elle y parlerait de son projet, la ferme familiale comme modèle d'éducation agricole pour la jeunesse africaine. Elle sauta de joie. « Papa, tu m'accompagnes ?»« Non, ma fille. Cette fois, c'est toi qui portes la voix de la famille. » Clarisse versa une larme. Jean-Noël, lui, murmura. « À la terre parle à travers nous. » Peu après, la ferme reçut la visite de chercheurs d'université, puis d'une délégation étrangère. Des propositions de partenariat affluèrent. Jean-Noël refusa les grandes entreprises, mais accepta de travailler avec une coopérative de jeunes agriculteurs dans le Nord. Ensemble, ils mirent en place un programme d'échange, un mois à Bafan, un mois à Garoua. Le partage des savoirs devenait réalité. Un jour, Samuel courut dans la maison, un gros dossier dans les bras. « Papa, j'ai fait le plan d'un système d'irrigation automatisé, avec des capteurs d'humidité. Tu crois que ça peut marcher ?» Jean-Noël le serra contre lui. « Bien sûr. Et tu vas le tester ici, dans notre ferme. » La ferme modèle était née. Mais au-delà des chiffres, des vidéos, des récoltes, elle représentait une philosophie, celle d'un retour à la terre, non pas par obligation, mais par choix. Celle d'un homme qui avait troqué le pouvoir pour la passion. D'une famille qui avait troqué le confort pour la conviction. Et d'un village qui, grâce à une ferme, redécouvrait son potentiel. La récompense de la terre. Le ciel de Bafan s'était paré d'un bleu éclatant. Il ne faisait ni trop chaud ni trop frais. C'était une de ces journées parfaites où la nature semblait vouloir dire merci. Dans la ferme de Jean-Noël Djoumessi, tout vibrait d'un calme fécond. Le vent faisait onduler les feuilles du maïs mûr, les poules caquetaient tranquillement dans leur enclos, et les enfants du village s'affairaient autour des bacs de compost, riant et s'aspergeant d'eau. Ce matin-là, Jean-Noël s'était levé tôt. Il avait enfilé sa chemise de lin préférée, celle brodée par Clarisse à leur retour au pays. En se regardant dans le miroir, il sourit. Il n'était plus tout jeune, ses mains étaient calleuses, ses cheveux grisonnants, mais son regard brillait d'une énergie nouvelle. Aujourd'hui, c'était un jour spécial, la ferme célébrait ses 2 ans d'existence. Le village entier était en effervescence. Une grande tente avait été dressée à l'entrée de la ferme. Des bancs en bois, des nattes colorées, des banderoles faites à la main par les enfants. Sur l'une d'elles, on pouvait lire « Merci papa Jean-Noël. Merci la terre. » Clarisse supervisait les derniers détails. Les femmes de la coopérative avaient préparé des plats traditionnels, ndolé, taro, poulet DG, beignets de maïs. L'odeur envahissait les alentours. Jean-Noël, lui, faisait le tour du domaine avec une délégation venue de Yaoundé, le ministre de l'Agriculture, des représentants d'universités, et même un envoyé spécial de l'Union africaine. Vous avez ici un modèle de résilience, d'innovation, et surtout d'espoir, déclara le ministre devant les caméras. Jean-Noël, modeste, répondit simplement. La terre n'attendait que notre retour. L'événement avait attiré plus de 500 personnes. Des jeunes formés par le programme Terre Jeunesse, devenus entre-temps des agriculteurs prospères, étaient venus de tout le pays. Ils témoignaient de leur parcours, racontaient comment un simple champ avait transformé leur vie.
Kevin, aujourd'hui directeur du centre de formation de Bafan, prit la parole devant tous. J'étais un jeune sans avenir. Aujourd'hui, j'emploie 5 personnes, je nourris ma famille et j'enseigne ce que j'ai appris ici. Cette ferme m'a fait naître une seconde fois. Les applaudissements furent longs, sincères. Jean-Noël, ému, regardait Kevin comme un père regarde son fils. À la tombée de la nuit, un feu fut allumé au centre de la cour. Les danses commencèrent. Les tam-tams résonnaient, les pieds battaient le sol en cadence. Clarisse dansait avec les femmes, Ariel filmait chaque instant, Léna faisait des photos, Samuel distribuait les épis grillés. Jean-Noël s'écarta un moment. Il s'assit sur un rocher, à l'ombre d'un manguier. Monsieur Mboua s'approcha, tenant une calebasse de vin de palme. Tu as réussi, mon fils. Grâce à vous. Grâce à eux. Non. Grâce à ta foi. Tu as cru en la terre. Et la terre t'a donné. Ils burent en silence. Les étoiles commençaient à percer le ciel noir. Quelques semaines plus tard, une nouvelle arriva. Jean-Noël était nominé pour le prix africain de l'entrepreneur rural. Il fut invité à Addis Abeba, pour une cérémonie retransmise dans toute l'Afrique. Clarisse l'accompagna. Dans la salle, des centaines de personnalités, des dirigeants, des jeunes, des agriculteurs, des artistes. Quand son nom fut prononcé, Jean-Noël monta sur scène. Il portait le même boubou simple qu'au forum de Yaoundé. Il parla sans papier, avec le cœur. Je ne suis pas un héros. Je suis un fils de la terre. J'ai grandi en pensant que la réussite se trouvait loin d'ici. Mais j'ai compris que nos champs, nos villages, nos semences, ce sont les vraies richesses de l'Afrique. Il dédia le prix à ses enfants, à Clarisse, et à tous les jeunes qui avaient choisi de croire en la terre plutôt qu'en l'exil. De retour à Bafan, une surprise l'attendait. Le village avait construit un petit monument en son honneur, une stèle de pierre portant l'inscription. À celui qui a redonné foi à notre terre. Jean-Noël pleura ce jour-là. Non de tristesse, mais de gratitude. Il se sentait pleinement aligné avec lui-même. Un matin, alors qu'il accompagnait Samuel pour arroser le jardin, son fils lui demanda. « Papa, tu crois que je pourrais faire mieux que toi un jour ?» Jean-Noël s'agenouilla à son niveau. « Je ne veux pas que tu fasses mieux. Je veux que tu fasses vrai. Si tu écoutes la terre, si tu respectes les gens, si tu travailles avec ton cœur, alors tu seras déjà un grand homme. » Samuel hocha la tête. Il comprenait. Au fil des mois, la ferme devint un centre de référence. Des projets pilotes y étaient testés. Irrigation solaire, agriculture régénérative, élevage éthique. Des écoles venaient en visite, des étudiants y faisaient leur stage. Ariel, revenu de Kigali, lança une série documentaire intitulée « Les racines de demain », diffusée sur plusieurs plateformes. Sa voix posée, ses images vibrantes, racontaient non seulement l'histoire de sa famille, mais celle d'une Afrique en renaissance. Clarisse, de son côté, écrivait un livre, Cultiver l'espoir, journal d'une mère dans la brousse. Elle y décrivait leurs débuts, leurs doutes, leurs victoires silencieuses. Léna, passionnée par les animaux, lança un projet de mini-ferme pédagogique pour enfants. Mais malgré les succès, Jean-Noël restait humble. Il continuait à se lever tôt, à marcher dans les champs, à parler avec les villageois. Il savait que le vrai changement se mesurait non pas en prix ou en like, mais en sourire, en repas partagés, en jeûne relevé. Un soir, il écrivit dans un vieux carnet. « J'ai quitté les tours du monde pour une case en terre battue. Et j'ai trouvé ici le sens. Si je devais recommencer, je recommencerais, plus tôt. » L'histoire de Jean-Noël devint un symbole. Dans les écoles, on étudiait. Dans les villages, on le racontait. Dans les cœurs, on s'en inspirait. Mais pour lui, tout cela n'était que le fruit d'un choix simple, croire en la terre. Et chaque matin, lorsqu'il voyait ses enfants courir entre les rangées de maïs, lorsqu'il tenait la main de Clarisse sous les étoiles, lorsqu'il regardait Kevin transmettre le savoir à d'autres jeunes, il savait que la récompense était là. Pas dans l'argent, pas dans la gloire, mais dans la terre. Tu as aimé cette histoire? Alors abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos inspirantes. Like, commente et partage pour soutenir la chaîne et faire passer le message. Ensemble, valorisons l'agriculture et inspirons une nouvelle génération.